Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de la mi-journée. Les élections législatives, c'est pour bientôt. La bataille a commencé dans notre région. Dans le Tarn, on compte déjà 3 candidats de la majorité pour la première circonscription. Le nom du ou de la candidate officielle devrait être connu dans les 2 prochaines semaines. L'inquiétude dans le Tarn, toujours suscitée par le loup. Il s'attaque aux brebis. Les éleveurs font face à une recrudescence avec des conséquences économiques. On compte déjà plus de 20 prédations depuis le début de l'année. Et puis le coût des matières premières qui augmente. Le BTP n'est pas épargné. En quelques mois, le prix des matériaux a doublé, voire même triplé. Nous nous rendrons dans l'Aveyron où des fabricants sont obligés de puiser dans leur trésorerie. Après la présidentielle, les législatives, le scrutin approche. Premier tour le 12 juin et déjà dans le Tarn, 3 candidats pour la majorité dans la première circonscription. On devrait connaître dans les 2 prochaines semaines celui ou celle que La République En Marche choisira en vue de siéger à l'Assemblée nationale. Marie-Lou Robert et Véronique Galli. Bonjour, Roland Gilles. Voilà, et je me présente sur la première circonscription aux élections législatives. Jour de marché pour l'adjoint à la mairie d'Albi qui lance sa campagne. Une candidature pour l'instant sans étiquette. Il soutient d'abord Valérie Pécresse au premier tour des présidentielles, mais proche de la maire d'Albi, il pourrait porter les couleurs d'Horizon, parti d'Édouard Philippe associé à La République En Marche. Au deuxième tour, devant un enjeu majeur pour le pays, j'ai dit je voterai Emmanuel Macron. Je reste un homme libre et j'accueillerai tous les soutiens, j'accepterai tous les soutiens qui se prononceront ou qui se porteront sur ma personne et celle de ma suppléante. La première circonscription du Tarn, allant d'Albi à Castres, en passant par les monts de la Cône, est très convoitée par les macronistes. L'avocat albigeois Johan Ricci, appartenant au mouvement Horizon, souhaite aussi être investi. J'ai inscrit ma propre candidature dans une alternative à celle de Madame Roquetienne parce que j'ai des critiques à formuler à son encontre, tant sur l'exercice du mandat de député, son bilan et même sur des questions de fond comme certaines positions qu'elle a pu prendre sur la laïcité sur lesquelles je suis en désaccord total. Des concurrents qui n'effraient pas la députée sortante La République En Marche, Muriel Roquetienne, candidate à sa propre succession. Je pense que la démocratie est faite de telle sorte que tout le monde peut être candidat. Il n'y aura qu'une seule personne investie et j'ai aucun doute sur le fait de l'être. L'investiture réglera les choses tout simplement. Voilà. Le candidat choisi aux élections législatives par La République En Marche devrait être connu d'ici 2 semaines. Politique toujours. Aujourd'hui a lieu le Conseil des ministres, le dernier pour Jean Castex. Intéressons-nous à son bilan. En 2 ans passés à Matignon, le Premier ministre a poussé plusieurs gros dossiers en Occitanie, essentiellement des dossiers d'infrastructure et de transport. Nicolas Lebrun. Oui, Jean Castex, le facilitateur. Mai 2021, le Premier ministre est dans le Gers pour lancer le financement de la nationale entre Gimont et l'île Jourdain. Un chantier attendu depuis 25 ans pour faire Toulouse-Auch en 40 minutes au lieu d'1 heure. Septembre 2021, Jean Castex est de retour pour lancer le projet de chantier d'autoroute Castres-Toulouse, ouverture en 2025 pour désenclaver le sud du Tarn. Un projet demandé depuis plus de 20 ans, même s'il y a beaucoup d'opposition. Mars 2022, le Premier ministre appuie le plan de financement de la LGV Bordeaux-Toulouse. Il a fallu réunir l'État, 2 régions, 8 départements, 2 métropoles pour trouver plus de 14 milliards d'euros. Toulouse sera à 3 heures de Paris en 2032. Enfin, il y a 1 mois et demi, Jean Castex annonce la construction du nouvel hôpital de Montauban. 450 lits, ce sera pour 2030. Alors un Premier ministre qui s'en va, mais peut-être d'ailleurs remplacé par une autre figure politique de la région. C'est une rumeur dans les médias. Le nom de Carole Delga est cité pour succéder à Jean Castex à Matignon. Réponse dans les tout prochains jours. Merci beaucoup Nicolas Lebrun pour cet éclairage. On l'a appris hier, Bernard Pons est décédé, ancien ministre et fidèle compagnon de route de Jacques Chirac. 27 ans passés en tant que député du Lot, médecin de formation. Il s'est éteint à Aigues-Mortes, dans le Gard. Il avait 95 ans. Eux sont exaspérés. Les agriculteurs aveyronnais sont victimes des rats taupiers qui se multiplient et provoquent de nombreux dégâts, avec forcément des conséquences économiques. Hier, ils ont tenu à manifester devant la préfecture à Rodez. On écoute Marie-Amélie Viargue, secrétaire générale de la FDSEA, au micro de Mathias Julien.
Donc pour le moment, on a des moyens de piégeage mécaniques et chimiques, des aides aussi pour poser des nichoirs ou des perchoirs pour les rapaces, donc des aides aussi, des moyens de lutte naturelle. Mais bon, ça ne suffit pas, on s'aperçoit que ça pullule toujours de plus en plus et les prairies sont vraiment retournées comme si on les avait labourées, quoi. Donc il y a vraiment un très très gros impact sur l'Aubrac. Un autre animal qui suscite l'inquiétude dans le Tarn, c'est le loup. Les éleveurs doivent faire face à une recrudescence. Ils comptent plus d'une vingtaine de prédations sur les brebis depuis le début de l'année. Voyez ce reportage de Muriel Lassaga et David Bress. Le loup rôde dans la montagne noire. 3 individus isolés. Ils s'attaquent aux brebis principalement. Celles de Cédric Carme ne sortent plus de la bergerie. Elles sont même protégées par cette grille. J'ai perdu 11 brebis pleines et 2 béliers de pure race. Depuis quand? Depuis le 29 novembre dernier. Elles étaient encore au pré. Depuis, le loup est revenu, là, juste devant la grille. Ici, on le voit bien. C'était ici même. Ce jeune agriculteur élève une soixantaine de brebis pour la viande d'agneau. En lieu et place de l'herbe fraîche des pâturages, du foin qu'il achète et des soins constants quand les agnelles sont prédatées. Je l'ai appelé rescapé parce que sa mère, justement, était, au moment de l'attaque, était dans le troupeau. Je ne prends pas de risque puisque, de toute manière, si je les sortais au jour d'aujourd'hui, je sais que tôt ou tard, je me referai croquer. Cette vidéo amateur témoigne de sa présence dans la montagne noire. En 4 mois, 21 prédations sur des brebis et même sur des veaux. Cet éleveur de Mazamet a perdu 5 béliers. Je prends des médicaments, je dors plus la nuit. C'est notre gagne-pain. Alors maintenant, on nous enlève le gagne-pain. On protège les loups et presque pas les éleveurs. En effet, le loup est une espèce protégée en France et en Europe. Il ne peut être chassé, sauf dérogation. L'État est en charge du suivi de ces loups. Dans les vallées du Tarn, sa présence est très récente. Le préfet doit rassurer. Le loup, il a été très présent à une époque dans la vallée du Torrey. Il l'est beaucoup moins actuellement, sans doute parce qu'il s'est déplacé, peut-être aussi parce que nous avons concentré nos moyens en termes de protection des troupeaux et en termes de tir de défense dans cette zone-là. C'est le même travail qu'il faut faire dans la zone de la montagne noire. Éric Sambet a perdu 10 brebis, toutes seront indemnisées. Pour veiller sur son troupeau, il a pris ce patou. D'autres aides sont subventionnées, comme les clôtures électriques, impossible à mettre en œuvre selon lui. Un parc comme celui-ci, il faudrait presque 2 jours pour faire le tour en clôture électrique. Et les brebis, dans ce parc, elles vont y rester 1 semaine, 10 jours, en fonction de l'herbe. Une fois qu'elles l'ont mangé, je les déplace et je les ramènerai 10 jours après. Le loup a besoin d'espace lui aussi. En France, il grignote du territoire et ici, certains savent déjà qu'ils vont devoir vivre avec lui. Elles s'appellent Maria, Karina et Victoria. Toutes 3 sont ukrainiennes, réfugiées dans le Tarn. Et elles ont retrouvé du travail. C'est dans les serres d'une pépinière qu'elles passent désormais leur quotidien. La rencontre est signée Robin Doro et Grégory Hudon. Le calme de la serre vide dénote avec le bruit des bombardements de Kiev, ceux que Karina a fui il y a plus d'1 mois. À 23 ans, la jeune femme a laissé sa vie derrière elle et son travail dans le marketing digital. Depuis 3 semaines, elle a trouvé un job dans cette pépinière. Je veux gagner de l'argent pour être indépendante, mais aussi pour aider les gens restés en Ukraine. Car j'ai beaucoup d'amis et de familles toujours là-bas. Avec sa mère, Maria, et Victoria, une amie de la famille, elles sont hébergées chez une habitante. C'est elle qui leur a trouvé ce travail et fait toutes les démarches administratives. Pierre, le gérant, n'a pas hésité. Le problème au départ, ça a été la langue. Heureusement, Karina parle bien l'anglais, vous l'avez vu. Et de leur confier des tâches assez simples. Bon, on a ça, hein, mais il fallait leur confier des tâches assez simples pour qu'elles n'aient pas besoin de lire les étiquettes, pour qu'elles n'aient pas besoin qu'elles comprennent les ordres. Victoria est assignée au repiquage des boutures, rien à voir avec sa vie d'avant. Pendant 20 ans, j'ai travaillé dans la vente de meubles. J'adorais mon métier. J'ai 2 filles, mais l'une est restée avec mon mari en Ukraine. C'est très difficile, car c'est toujours la guerre là-bas. Elle n'est pas en sécurité. Je suis très triste que tout mon quotidien ait changé. Je ne sais pas si cela pourra revenir à la normale un jour. L'avenir
Karina aussi a du mal à l'envisager. Avant, nous avions un futur, des projets, et un jour tout a changé. Aujourd'hui, nous ne sommes plus prêtes à en construire de nouveaux. Retourner en Ukraine, les 3 femmes y pensent, mais Karina le confie, la situation de son pays est encore trop effrayante pour entreprendre un tel voyage. Hier, on vous parlait de l'embellie de l'emploi dans notre région. L'Association pour l'emploi des cadres donne une conférence de presse à Toulouse pour dresser un bilan. En Occitanie, on constate notamment une baisse de recrutement des cadres en 2021 par rapport à 2019. On retrouve Léopold Platé sur place. On revient dans un instant avec Léopold. En quelques mois, le prix des matériaux du BTP a augmenté. Il a doublé, voire même triplé pour le métal, par exemple. Les professionnels du secteur évoquent les répercussions de la guerre en Ukraine. Des entreprises forcées de puiser dans leur trésorerie. Rouzana Vanissian et Luc Tazelmati. Alors, petit souci technique. Alors, on va aller au prochain sujet, ça va revenir. L'échéance est redoutée, mais souvent inévitable. L'accueil en maison de retraite pour les personnes âgées dépendantes. À Orgues, dans les Hautes-Pyrénées, un nouvel EHPAD a vu le jour, 89 lits au total. Les résidents arrivent peu à peu. Reportage de Régis Cotias et Mathias Garnier. Bon, décidément, ça va partir. Bon, petit problème technique, décidément, c'est pas la journée. Alors, le sujet sur les pas d'avenir, on m'informe dans l'oreillette. Surtout, toute proche de sa famille. Un de mes fils habite ici à Orgues. Alors, je pensais que pour avoir davantage de soutien. L'établissement de 90 places accueille peu à peu ses pensionnaires. On la laisse fermer ou on ouvre? Fermée. Oui, comme ça. Avantage d'un établissement neuf, plus d'espace, de lumière et d'équipement. Toutes les chambres disposent d'un rail pour soulever les résidents alités. Le rail qui vient directement sur le résident, on le manœuvre moins. Donc c'est plus facile, quoi. C'est plus facile à manier, autant pour nous que le résident même. Avec ces facilités, pas de souci pour trouver du personnel. Pour les résidents aussi, les demandes affluent. Cette maison de retraite dispose même d'une unité très recherchée pour des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs graves. Autre possibilité, l'accueil pour quelques jours ou quelques semaines. Là, en ce moment, pas mal de demandes aussi sur de l'hébergement temporaire, de répit à l'aidant, puisque nous, on a 5 places dédiées à l'accueil de ce type. Le récent scandale d'EHPAD, aussi onéreux que déficient en matière de soins pour les résidents, se fait sentir. Les familles demandent le coût précis et détaillé des frais d'hébergement et surtout le reste à charge pour les pensionnaires. En quelques mois, le prix des matériaux du BTP a augmenté. Il a doublé, voire même triplé, je vous le disais, pour le métal. Par exemple, les professionnels du secteur évoquent les répercussions de la guerre en Ukraine. Les entreprises sont forcées de puiser dans leur trésorerie parfois. Rouzana Vanissian et Luc Tazelmati. Spécialisée dans les portails et menuiseries extérieures, cette entreprise achète chaque année plusieurs tonnes de métal. Aujourd'hui, elle ne connaît pas le montant de ses factures. Entre le moment où on a passé la commande, le moment où ils ont fabriqué et le moment où on a été livré, il y a certains produits, ils ne peuvent même pas me donner le prix que ça va me coûter. Donc moi j'ai acheté de la clôture, ça sera le prix que je vais la payer. Donc dès que j'ai pas reçu la facture, je ne sais pas combien je vais pouvoir après moi le répercuter auprès de mes clients. Tu as pensé au passage pour que la grue elle puisse passer dans la zone-là? Ici, chez cet autre entrepreneur, on a anticipé la hausse des prix en faisant du stock. Mais il a fallu puiser dans la trésorerie. On voit certains chantiers où on a clairement perdu de l'argent, où on pose gratuitement. Voilà, le surcoût matière a fait que la pose était gratuite. Donc là, on se retrouve en perte sèche, quoi. Voilà. Des chantiers à perte, des clients qui se désistent, des comptabilités chamboulées. La Fédération des bâtiments et travaux publics de l'Aveyron dénonce une hausse artificielle des prix. L'Ukraine a bon dos. Quand vous vous rendez dans des dépôts de matériaux de visu, on voit que les dépôts sont remplis.
Donc les distributeurs ont stocké du matériel. Lorsque vous demandez les mêmes matériaux par téléphone, on vous explique qu'il faut 3 semaines de délai pour les obtenir. Donc c'est une pénurie organisée? On soupçonne. On soupçonne une pénurie, une rétention de matériaux pour créer la pénurie. En Aveyron, la moitié des 3000 entreprises de BTP sont en rupture de trésorerie, à 2 pas du dépôt de bilan. Éduquer avec les valeurs du sport, c'est l'objectif de l'association Mixa à Toulouse. Depuis une dizaine d'années, elle œuvre auprès d'enfants, parfois en manque de repères. Avec des activités multisports, elle compte bien les aider à mieux s'insérer dans la société. Marie Martin et Marion Meyer. Pour faire de la randonnée pour des personnes qui ne peuvent pas faire de la randonnée, on utilise un système qui s'appelle la joëlette. Elle permet aussi bien d'aller sur un terrain très roulant, sur de la route, comme des terrains plus accidentés en montagne. Pour ces jeunes en stage multisport, ce jour-là, c'est découverte de la joëlette. Une activité de coopération comme les met en avant l'association Mixa, qui depuis plus de 10 ans propose une aide à la socialisation à des adolescents éloignés du sport ou en mal de repères. Ils n'ont pas forcément l'envie ou la connaissance de certains sports, mis à part des sports comme le foot que tout le monde connaît. Mais l'accès sur d'autres sports est plus compliqué parce que les jeunes ne vont pas directement aller s'orienter sur ça. Donc voilà, nous, c'est leur faire découvrir ces sports-là pour des jeunes qui sont quand même sur des situations un petit peu compliquées. Mixa, pour mixité, solidarité, insertion, œuvre aussi auprès des personnes en situation de handicap. Et l'objectif est bien sûr de faire se rencontrer tout le monde. On rencontre des gens où ils ont des handicaps et on peut voir avec les joëlettes, on peut voir ce qu'ils ressentent eux. Des fois les gens qui ont des handicaps, ils peuvent pas faire de vélo par exemple, alors que le vélo, des fois c'est drôle et en vrai c'est cool de les aider. Alors une course d'orientation en joëlette, c'est coup double pour l'insertion et la solidarité, et ce n'est pas si courant. J'aime beaucoup parce que j'ai jamais fait ça, et dans la mixité, je trouve que les gens se rencontrent et les jeunes, il n'y a pas de différence et ils s'acceptent tous en fait. C'est ça qui est chouette. 8 salariés et une trentaine de bénévoles de Mixa proposent cette pratique et bien d'autres dans le temps scolaire, périscolaire et vacances. 4500 personnes en bénéficient chaque année en région toulousaine. Merci de votre fidélité. Avant de refermer ce journal, cette information que l'on a apprise, Francis Delmas, manager historique du groupe Gold, nous a quittés cette semaine. Musicien originaire de Gaillac, il avait racheté le studio toulousain Polygone dans les années 90. Une figure emblématique de la variété française bien connue des Toulousains. Alors on se quitte en musique avec ces quelques notes. Vous reconnaissez peut-être Ville de Lumière du groupe Gold, bien sûr. Très bonne journée sur France 3. Tu brillais chaque nuit devant moi. Ville de lumière, j'ai besoin de toi. Mais tes murs de sable